View. Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle session Twitch dédiée à l'AZ305. Aujourd'hui ensemble, on va parler réseau, on va parler de NAT Gateway, de Hub and Spoke, de Virtual WAN. Tous ces termes-là, à la fin de la session, normalement, vous devriez mieux les appréhender. Dans ce cadre-là, j'ai prévu bien entendu des démos, j'ai prévu aussi des schémas d'architecture qu'on va détailler ensemble. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par le commencement, à savoir la correction dans l'agenda du use case que je vous avais donné il y a quelques semaines concernant le monitoring, mais aussi d'autres modules qu'on a vus déjà ensemble. Donc le dernier use case, il n'est pas dédié qu'au monitoring, il est dédié aussi à des modules et des sujets qu'on a déjà traités. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir le réseau dans Azure. Donc on va parler VNet, Subnet, UDR, NSG, bref, des topics, des sujets que vous connaissez déjà, puisqu'on les a déjà vus dans la Z104, mais on va aussi parler de nouveaux sujets, encore une fois, comme le Virtual WAN, comme la NAT Gateway, qu'on ne voit pas dans la 104, et d'autres topologies qu'on peut retrouver chez nos clients. Donc il va y avoir pas mal de schémas, encore une fois. Je vais me servir aussi d'une mind map pour vous expliquer certains concepts, et on terminera par le case study réseau que vous aurez à faire pour que lors de la prochaine session Twitch, on la corrige ensemble. Voilà le programme d'aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser des questions dans le chat. Donc allons-y, commençons rapidement. La première partie de ce use case vous est expliqué très simplement en vous disant vous êtes une société qui s'appelle Fabricam, vous avez connu un grand succès et une croissance rapide. Vous êtes un entrepreneur en construction, qui construit des nouvelles maisons et qui fait des rénovations. L'entreprise, elle est florissante et elle a des technologies intégrées qui sont récentes et qui sont tellement récentes qu'elles mettent ses compétiteurs à mal. Actuellement, ces technologies sont fournies et gérées par des entreprises de sous-traitance et les boss chez Fabricam veulent commencer à offrir ces options à l'interne afin de fournir une meilleure qualité, un meilleur soutien et des données sur les habitudes et les besoins de ses clients. Dans un premier temps, l'entreprise elle souhaite proposer un contrôle et une surveillance des systèmes de chauffage et de climatisation qu'elle met dans les maisons qu'elle rénove, ainsi que dans les nouvelles maisons. Et puis, il va y avoir aussi à mettre en place des systèmes de surveillance, donc des alarmes, des alertes, de la domotique. Et pour tout ça, ça nécessite de créer un nouveau site web, une nouvelle solution de stockage de données et une nouvelle solution d'ingestion des données. Et l'entreprise, elle a une croissance considérable, c'est ce qu'on vous dit. Et cette croissance, elle fait que sa taille pourrait doubler au cours des 12 à 18 prochains mois. Et avec une croissance aussi rapide sur le marché régional, l'entreprise n'a actuellement aucun projet d'expansion en dehors du marché régional. Donc concrètement, on va se limiter à une région Azure pour ce use case particulier. Donc le siège social de Fabricam opère déjà un data center dans une seule région. Et ce data center héberge la solution de gestion de projet. Alors je crois qu'il l'appelle PMS, voilà, Project Management Software. Et ce système, en fait, il est basé sur un load balancer avec en back-end des serveurs SQL Server. Donc tout ça, c'est sur du on-premise. C'est ce qui vous est expliqué ici. Les images et les documents sont stockés sur un lecteur mappé du serveur qui réside sur un NAS qui est dédié dans votre data center on-premise. Et concrètement, on a aussi des superintendants qui vont utiliser leur laptop Windows et leur tablette pour continuellement mettre en place des process qui vont injecter des données sur un serveur FTP. Et ces données-là vont permettre de répondre à des besoins liés au système PMS, Project Management Software, qui, pour rappel, est à base de VM SQL. Dans ce cadre-là, on vous demande de migrer ce système-là, donc tout ce que vous voyez ici à base de serveur SQL, de lecteur mappé, de serveur FTP. Donc on vous propose de migrer tout ce système-là dans le cloud. Et le cloud qui a été choisi, devinez quoi, c'est bien entendu Azure.
Donc, on va devoir gérer la migration de bases de données SQL. On va devoir gérer l'interaction avec des serveurs FTP. On va devoir aussi gérer la montée en charge éventuelle des ressources qui accèdent, donc des utilisateurs qui vont accéder à mon système de base de données, à mon fameux système PMS. Donc il va falloir parler scalabilité. Alors la scalabilité, elle peut être horizontale ou verticale, mais il faut que la performance ne soit pas un problème lors de cette migration, pour éviter d'avoir des clients qui ne puissent pas accéder à la base de données. Surtout s'il y a une seule instance de la base de données qui tombe. Voilà ce qu'on vous disait en préambule. Alors, pour être transparent avec vous, il y a 2 sujets dans ce use case. Ce soir, par manque de temps, je vais en traiter qu'un. Je vais traiter le sujet Project Management. Donc ce schéma-là. Il y a un autre sujet qu'on traitera peut-être plus tard, que peut-être vous avez traité, qui s'appelle justement New Home Technology Solution, qui vous parle de système Linux, de accéder à des systèmes sans avoir besoin de créer des nouveaux comptes d'utilisateurs, de mots de passe, etc. Et par manque de temps, objectivement, on ne va pas le traiter ce soir. Donc on va vraiment se concentrer là-dessus au préalable. Et justement, j'ai préparé un petit schéma, voilà, ici. Et donc dans ce petit schéma, on revoit un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc on a un logiciel qui est basé sur des bases de données SQL qui sont derrière un load balancer sur du réseau on-premise. On a ce logiciel qui interagit aussi avec un lecteur mappé qui est sur une appliance dédiée ici. Et puis on a des super users qui vont mettre en place des scripts, etc. pour définir de manière planifiée le provisioning de données sur un serveur FTP. Et donc tout ce beau monde, tous ces beaux systèmes, on veut les migrer dans Azure. Et là, le principe, c'est que comment je vais pouvoir transposer ces besoins dans le cloud public Azure. Et pour les transposer, je vous demande une petite seconde, hop, pour les transposer, je vais passer par une autre petite slide que j'ai préparée, qui est ici, voilà, où je vais avoir des services Azure. Et ces services Azure, je vais devoir les mettre dans les bonnes cases. Donc, si on commence par le fameux système PMS, qui est ici. Le système PMS, on vous dit que c'est quelque part des bases de données qui sont hébergées sur des VM Azure. Donc concrètement, qui dit base de données hébergée sur des VM Azure, ça peut être un VMSS. C'est-à-dire que je peux très bien dire, moi, je mets mon front-end en forme de VMSS ici, et mon back-end, je vais utiliser Azure SQL. Ce qui fait que mon front-end, c'est du 2IS, c'est de l'Apache, c'est ce qu'on veut sur du VM Windows, parce que vous le savez très bien, mais sur des OS Windows, on peut avoir aussi de l'Apache, mais on va dire qu'on va rester sur une logique de 2IS. Et derrière, mon back-end, ça va être des bases de données, et ces bases de données, elles vont être managées sur de l'Azure SQL Database. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que nativement, on va pouvoir scaler la base de données, si on est par exemple dans une logique d'Elastic Pool, pour qu'un ensemble de ressources soit dédié à mes bases de données en cas de montée en charge de celles-ci par des utilisateurs qui se connectent de plus en plus longtemps dessus. Deuxième point aussi, on vous dit qu'il y avait un lecteur mappé, un partage réseau sur un NAS dédié. Moi, ce que je propose, c'est d'utiliser cette fois comme lecteur mappé un Azure File. Donc, pour rappel, dans un storage account, vous avez des blobs, vous avez des queues, vous avez des tables, mais vous avez aussi Azure File. Et Azure File, c'est du partage réseau SMB. Donc, ce qui permettra, sous format managé, de répondre aux besoins. Ensuite, les superintendants, je vous ai dit que leur but, c'était de copier des données, idéalement de manière automatisée, sur une baie de stockage on-premise, mais son pendant dans Azure, ça va être du blob. Et pour copier ces données, on va utiliser un utilitaire que vous connaissez peut-être qui s'appelle AZCopy. Donc ici, je vais automatiser la copie de données sur un storage account. Et puis, quand il va y avoir les données qui ont été copiées, je vais devoir déclencher une réaction. Et cette réaction, pour pouvoir être au courant qu'une donnée a été copiée sur un blob, je vais utiliser un service qu'on appelle EventGrid. Donc EventGrid, lui, il va surveiller le compte de stockage
Et dès qu'il va y avoir un nouveau blob sur le compte de stockage qui a été copié grâce à zcopy, eh ben, il va appeler un autre service qui s'appelle cette fois fonction pour faire le traitement. Donc la fonction, pour rappel, c'est du serverless. Alors je sais que les flèches ne sont pas très claires. Maintenant, le principe, il est là. Si je devais le mettre directement dans le schéma, hop, vous voyez, on a le schéma ici. Et ben, ici, je vais avoir mon VMSS. Tiens, pourquoi il ne veut pas être... Hop, bring to front. Je vais avoir mon VMSS, je vais avoir ma base de données SQL. Ensuite, je vais avoir de la zcopy ici, qui va copier les données de manière automatisée dans un storage à compte. Ensuite, je vais avoir ici mon event grid qui va réagir à un événement, donc l'ajout d'un blob sur mon storage à compte, en faisant appel bien entendu à une fonction. Et puis à la fin, pour remplacer mon lecteur réseau on-premise, je vais utiliser un service managé par Microsoft qui s'appelle Azure File. Voilà ce que j'avais à vous proposer comme solution par rapport au use case qu'on a vu il y a 3 semaines à peu près déjà. Voilà sur le premier point. Maintenant qu'on a vu ça, si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous n'avez pas de questions, eh ben on va attaquer vraiment le nouveau module aujourd'hui, à savoir, on va parler réseau ensemble. Donc, hop, je change de vue. Ici, vous avez ce qu'on appelle le concept de défense en profondeur dans le cloud public Azure, mais dans n'importe quel cloud. Donc, le principe, c'est qu'il y a différents strates à passer avant d'accéder à la data, qui est représentée ici. En fait, la data, dans Azure, c'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi? Parce que n'importe quel service Azure, vous allez pouvoir le recréer. Un Azure Firewall, une base de données SQL, une web app, une intelligence artificielle, on peut la recréer. Par contre, les données que vous allez générer dans Azure, si vous ne les avez pas sauvegardées, elles seront perdues complètement. Et c'est pour ça que je dis souvent que le plus important, c'est quand même les données, parce que ces données, elles vont avoir une influence, si vous ne les sauvegardez pas, sur la bonne marche de votre entreprise. Si vos données sont supprimées, soit par inadvertance, soit par un attaquant, et que vous n'avez aucun moyen de les restaurer, et ben ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler réseau, mais réseau dans une logique de je vais créer différentes couches pour compliquer l'accès depuis l'extérieur à des personnes mal intentionnées. Et justement, chez Microsoft, pour sécuriser l'accès à vos données, l'accès physique, donc physiquement comme si vous vouliez rentrer dans nos data centers, et bien toute la couche physique qui est là, elle est opérée par Microsoft. Donc en tant que client, vous n'avez pas accès au data center. Tous les services Azure sont partagés aux différents clients de Microsoft, mais un client n'a pas accès au data center. Alors, il peut demander à Microsoft de visiter les data centers, mais en aucun cas, demain, il y a une panne sur un de nos scale units dans un de nos data centers, vous pouvez dire hey, je prends ma voiture et je viens vous aider à dépanner. Tout est maintenu et géré par le Cloud Solution Provider, en l'occurrence Microsoft, Cloud Service Provider, le CSP. Donc la couche sécurité, Microsoft la gère. Par contre, les autres couches, c'est nous qui la gérons. Nous, clients, je parle, ou vous. Alors la première chose à savoir dans la défense en profondeur, c'est que je pourrais vous faire une analogie avec le château fort. Alors, dans un château fort, vous avez les douves, vous avez le pont-levis, vous avez les tours, et à la plus haute tour, vous allez avoir la princesse à délivrer. Princesse qui correspond à vos data. Moi je préfère faire une analogie avec plutôt le principe de l'oignon. Quand on épluche un oignon, plus on s'approche du cœur et plus ça pique. Et bien là, c'est un peu le même principe. J'aime bien un peu cette analogie parce qu'en fait, il va y avoir différentes couches à passer pour accéder à vos datas. Et toutes ces couches elles vont être symbolisées par des services. Alors, quels sont ces services? Par exemple, pour sécuriser l'accès à vos données via des identités qui sont hébergées dans l'Azure AD, on peut utiliser un service type Privilege Identity Management ou Azure Identity Protection ou même Conditional Access. Ça va nous permettre de sécuriser la partie identité. Ensuite, la partie périmètre, je dirais qu'on va utiliser une protection DDoS. Alors justement, c'est intéressant parce que la protection DDoS dans Azure est native au service Azure.
C'est-à-dire que par défaut, tous vos services ont une protection DDoS qu'on appelle basique, qui permet de limiter l'impact que pourrait avoir une attaque sur une IP publique par un pays ou par un ensemble de bots qui ont été corrompus par des acteurs qui soient étatiques ou privés. Le principe donc, c'est qu'il y a une protection qui est native au service Azure, mais que vous pouvez, vous, en cas d'attaque, on va dire, surdimensionnée, qui a vraiment un impact sur votre prod, vous pouvez contractualiser avec Microsoft une protection qu'on appelle la DDoS standard. Et dans la DDoS standard, le principe, c'est que vous allez pouvoir protéger jusqu'à 100 IP publics par défaut. Alors ça coûte très cher par mois, je crois qu'on est à plus de 2500 € pour 100 ressources protégées par mois. Mais ça vous permet d'avoir accès à une équipe chez Microsoft qui s'appelle la Rapid Response Team. Et cette équipe, elle va vous aider à mitiger les impacts d'une attaque DDoS. Et pareil, si vous avez des ressources qui sont scalées automatiquement à cause de l'attaque DDoS, donc imaginez, vous avez un VMSS et lorsqu'il y a une attaque sur l'IP public de votre VMSS, sur le load balancer, ben, automatiquement le VMSS il va avoir une montée en charge et il va créer des nouvelles instances de vos VM qui sont derrière. Et ben dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que si vous contractualisez le service Azure DDoS standard, vous allez pouvoir avoir un avoir qui va vous être proposé par Microsoft lié à l'impact qu'a eu la scalabilité sur votre facture Azure. Donc cette attaque a engendré une scalabilité de vos ressources. Automatiquement, Microsoft peut vous proposer un avoir sur les ressources qui ont été scalées à cause de cette attaque. Je vous en parle comme ça, mais ça s'appelle la DDoS protection standard. Et encore une fois, c'est un service qui vous permet de protéger jusqu'à 100 IP et qui a un coût de plus de 2500 € par mois. Donc ça, c'est pour l'aspect périmètre. L'aspect réseau. Alors là, l'aspect réseau, on a les NSG qui vous permettent de filtrer les flux. On a aussi les ASG, les Application Security Group. On a la micro-segmentation. Tout ça, ça concourt à la protection du réseau. Au niveau compute, eh ben, il va falloir sécuriser LOT. Et alors pour sécuriser LOT, il y a plein de méthodes. On va vous proposer par exemple de chiffrer les disques de vos VM à l'aide de BitLocker si c'est du Windows ou de DMCrypt si c'est du Linux. On va vous proposer aussi de sécuriser la partie patch management à l'aide de Update Management dans Azure. On va vous proposer d'accéder à vos VM avec le Bastion. Bref, vous avez plusieurs méthodes disponibles. Et puis pour la partie application, on vous propose aussi de sécuriser celle-ci, par exemple, via l'utilisation de conteneurs dans un cluster Kubernetes. Et à la fin, il y a vos data. Et vos data, vous avez plein de méthodes pour les protéger et pour les backuper, vos données. On pourrait parler d'Azure Information Protection, qui est comme Azure Identity Protection, c'est presque le même nom, sauf que dans AI, le I, c'est Information Protection, et le principe, c'est d'éviter que vos données sortent de votre entreprise, donc qu'elles soient divulguées. Alors, typiquement, Azure Information Protection va vous permettre, pour un mail critique, confidentiel, d'empêcher les utilisateurs de faire un forward, ou de faire un reply to all, ou d'imprimer l'email, etc., etc. Donc, c'est une des solutions. Vous avez aussi Defender for Cloud, qui vous permet de travailler sur la sécurité de vos données. Et encore une fois, sur un storage account qui est quand même le disque dur de vos données, vous pouvez backuper celle-ci via Azure Backup. Vous pouvez aussi mettre en place de l'immutable pour protéger contre la suppression, la modification de vos blobs. Vous pouvez mettre en place différentes règles de sécurité qui peuvent être utilisées dans l'Azure Active Directory au travers de l'Access Control IAM ou même au travers de SAS ou de SAT. Bref, tout ça, on l'a vu dans la Z104, mais la logique à avoir, c'est que ce qu'il y a de plus important, en règle générale, c'est la protection de vos données. On peut remonter un service, mais on peut remonter un service que si les données sont up-to-date. Donc pensez, ce qui pique le plus dans un oignon, c'est vraiment clairement le cœur de l'oignon. À partir de là,
pour mettre en place une topologie d'accès à vos données, qu'elle soit externe, cet accès, qu'il soit interne ou qu'il soit depuis le réseau on-premise ou même depuis Azure, très souvent, ce que vous retrouverez, c'est une topologie qu'on appelle Hub and Spoke. C'est cette fameuse topologie que je vais déployer jeudi dans le concept d'Azure Real World, dans la session Azure Real World. Alors le principe de cette topologie, vous allez très souvent la retrouver dans les entreprises, c'est que vous avez un hub qui est un VNet, qui est représenté ici, et ce hub-là, eh ben, il va être connecté via ce qu'on appelle du peering à des SPOC. Et dans les SPOC, vous allez retrouver les applicatifs que vous voulez publier. Et pour permettre aux SPOC de communiquer entre eux, par exemple comme ça, ou permettre aux SPOC d'aller vers l'extérieur, que ça soit Internet ici, ou quand je dis extérieur, ça peut être aussi vers le réseau on-premise, eh ben on va passer par un composant qui est essentiel, qui s'appelle l'Azure Firewall. Donc l'Azure Firewall, c'est vraiment un routeur, en plus d'être un firewall, qui va vous permettre de router les paquets entre les réseaux distants, donc Internet, entre votre réseau on-premise et les SPOC. Si deux SPOC veulent communiquer entre eux, en théorie, ils vont pouvoir le faire s'ils passent par l'Azure Firewall. Donc cette topologie Hub and Spoke, c'est une des premières topologies que vous verrez chez les clients. Mais cette topologie, même si elle est quand même assez utilisée, assez réputée, elle nécessite au début de créer un réseau qui est suffisamment bien sizé. Et donc dans ce cadre-là, eh ben, on va voir ensemble comment bien commencer au niveau réseau dans Azure. Donc la première chose à faire, c'est qu'il va falloir utiliser une bonne naming convention. Cette bonne naming convention, elle va permettre de distinguer le hub des SPOC. Ensuite, quand on parle de designer du réseau dans Azure, eh ben, il va falloir, bien entendu, définir les régions où je vais créer mes réseaux virtuels. Je vais aussi définir dans quel abonnement je vais définir mes SPOC et mes hubs, ou mon hub. Donc typiquement, on vous conseille souvent d'avoir un hub qui est dédié à un abonnement spécifique pour éviter tout ce qui est problème de quota, tout ce qui est problème de refacturation, puisqu'il est beaucoup plus simple d'avoir la facturation d'un abonnement et donc du hub associé, et tout ce qui est problème de droit d'accès. Si je mets un hub dans un abonnement dédié, il suffira que je donne des droits sur l'abonnement pour que, automatiquement, par héritage, ces droits soient répercutés sur les groupes de ressources. Ensuite, on va parler segmentation, quand on parle réseau, bien entendu. On va parler sécurité. Donc, quand je parle de sécurité des flux, ici, on va penser à quoi? On va penser à NSG, Network Security Group, ou ASG, Application Security Group. L'ASG étant dédié au VM, le NSG étant dédié au subnet et au NIC. Donc le NSG, lui, va s'appliquer à des NIC ou à des subnets d'ailleurs. Alors que l'ASG, lui, il va regrouper les NIC pour qu'elles aient le même flux qui a été défini dans le NSG. Et on va bientôt parler de connectivité. Alors la connectivity, elle se fait au travers globalement de deux méthodes. Soit une vieille méthode qu'on appelle le VNet to VNet, qui a l'avantage d'être un VPN IPsec entre deux VNet, mais qui a l'inconvénient que c'est cher et que c'est long à mettre en place. Et sinon, la connectivité, vous l'entendez souvent au travers du peering. Et donc dans le peering, on se retrouve avec une connectivité entre deux VNet, donc bidirectionnelle. Cette connectivité, elle a l'avantage d'être peu onéreuse, donc peu chère, on va dire, et elle est rapide à mettre en place. Et c'est ce que vous verrez souvent chez des clients. Alors, on retrouve la landing zone dans le SPOC et dans le hub, la Connective Identity Management. Ouais, MedCloud, c'est important. Alors, je n'ai pas encore parlé de landing zone. Je ne pense pas que j'en parlerai dans cette session. Mais la zone d'atterrissage dont on parle MedCloud est très importante puisqu'elle est très souvent utilisée par nos clients. En fait, vous allez avoir dans une landing zone, vous allez avoir le hub qui est dédié à la connectivité. Ensuite, vous allez avoir un abonnement
ou un VNet qui va être dédié à l'identité. Et cet abonnement, il va contenir souvent des contrôleurs de domaine avec la couche DNS. Vous allez avoir aussi les SPOC qui sont des landing zones. Et ces landing zones vont permettre d'atterrir sur vos applicatifs, soit en passant par le hub, soit en passant par le réseau on-premise via le hub. Bref, en fait, ce que dit MedCloud, c'est très vrai, mais ça rentre dans une architecture plus globale que je ne vais pas aborder ce soir. Donc, je vous parlais de la connectivité. Quand on parle réseau, je parle aussi, bien entendu, des permissions. Donc, les permissions sont importantes, c'est-à-dire qui va avoir accès à quoi sur les équipements réseau dans Azure. Donc, vous allez devoir définir les groupes d'utilisateurs qui auront accès aux équipements réseau dans Azure, que ce soit l'Azure Firewall, la NAT Gateway, le Virtual WAN, les VNet, etc. Et puis, en plus des permissions, on va parler, bien entendu, des policies. C'est-à-dire que quand vous allez créer un réseau virtuel dans Azure, est-ce que je peux créer un réseau virtuel dans n'importe quelle région Azure? Est-ce que je peux créer un réseau virtuel avec n'importe quel espace d'adressage? Est-ce que quand je crée un réseau virtuel, je dois obligatoirement définir des tags, du peering, etc., etc. Et tout ça rentre dans la logique policy. Donc, tous ces paramètres-là à prendre en compte quand vous créez un VNet va vous permettre de gérer au plus près le réseau de votre entreprise. Une fois qu'on a compris ça, on va parler des différentes méthodes de connexion. Donc j'en ai déjà parlé d'une à l'instant, qui était bien entendu le Hub and Spoke, qui est une topologie que je vais déployer avec vous jeudi, pour rappel, qui est très regardée en entreprise, mais ce n'est pas la seule que vous allez trouver. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le Hub and Spoke, ça soit la panachée et ça soit ce qui est le plus utilisé par les clients. On a aussi des topologies qu'on voit à gauche qui sont beaucoup plus rares, qui correspondent plutôt à des petites sociétés, donc on va dire start-up ou alors PME, petite moyenne entreprise. Ici, ce qu'on voit, c'est que la société a fait le choix de créer un seul VNet avec 2 subnets qui correspondent à leur production. Donc, dans une région spécifique. Ça existe. Moi, je l'ai vu qu'une fois dans une grosse société et après, elle a tout terraformé, elle a tout passé en Hub and Spoke. Mais en règle générale, c'est vraiment pour les petits réseaux dans Azure dans lequel vous allez créer en gros un réseau production et ce que vous allez compartimenter en différents subnets. Donc, un gros réseau production avec un gros espace d'adressage attribué. Par exemple, ça peut être du /8 avec plein de petits réseaux sous-réseaux qu'on appelle des subnets en /24, /25, /26 sur lequel on va mettre notre infra. Le problème de ça, c'est que il y a plein de problématiques liées à cette architecture. La première problématique, c'est la maintenance. C'est-à-dire que vous allez devoir avoir un NSG par subnet. Et en plus de ça, tout cet espace d'adressage, il va falloir qu'il soit suffisamment bien sizé au début. Parce qu'une fois que vous avez mis une ressource dans un subnet, vous ne pouvez plus modifier la taille du subnet. Dès l'instant où vous mettez une NIC dans un subnet, le subnet, sa taille ne peut plus être modifiée. Donc c'est quelque chose, quand vous partez sur cette logique de un gros VNet avec plein de subnets, c'est quelque chose qui peut être très compliqué à gérer dans le temps, puisque si vous avez fait une erreur de sizing au début, c'est très difficile de revenir en arrière. En gros, pour revenir en arrière, il faut que vous supprimiez les NIC dans le subnet, donc que vous supprimiez les ressources ou qu'à défaut, vous les détachiez de leur NIC. Et à partir de là, vous pourrez changer la taille du subnet. Donc ça veut dire qu'il y a un dispo au préalable de votre infrastructure pour pouvoir redéfinir des espaces d'adressage. En plus de ça, il faut savoir que dans chaque subnet, vous avez 5 IP qui sont prises par Azure. Alors, vous avez des IP pour la couche IPAM, pour la couche DNS, la couche Gateway, etc. Donc, toutes ces IP-là font que un subnet en /25, /26, /27, /28, c'est jamais tout l'espace d'adressage qui est disponible. Pareil, pour rappel, ça vous l'avez vu dans la 104 avec moi, mais toute la couche réseau, elle est définie au niveau de l'interface Azure. N'allez pas vous amuser à changer les adresses IP de vos machines virtuelles directement dans l'OS, en faisant de l'ifconfig par exemple sur du Linux ou en allant dans le network d'une machine Windows. Ça ne marchera pas. Au pire, vous risquez complètement de perdre accès à votre VM.
Donc c'est pour ça que la couche réseau, elle se fait au niveau de l'interface Azure, que ce soit le portail, que ce soit le Cloud Shell, le PowerShell, le CLI. Et ça s'arrête là. Donc, vous verrez cette partie-là comme un gros réseau avec plein de petits sous-réseaux. Vous le verrez plutôt pour les petites structures. Vous verrez aussi, même si c'est rare, au milieu, ce type de topologie. Alors, ce type de topologie, on voit qu'on a 3 réseaux virtuels dans 2 régions distinctes. Et ces 3 réseaux virtuels sont rattachés, alors on va dire via du peering, même si ça pourrait être du VNet to VNet, mais je vais dire que c'est du peering dans l'exemple. Et le principal avantage de cette méthode, c'est que vous n'avez pas besoin de NVA. C'est-à-dire que concrètement, vous n'avez pas besoin d'équipement de routage. Quand je vous ai présenté le Hub and Spoke tout à l'heure, je vous ai dit que dans le Hub, on mettait un routeur qui permettait de router les paquets entre les différents réseaux, que ce soit les Spock, le réseau on-premise ou même Internet. Et bien dans ce type de topologie-là, vous n'avez pas besoin de routeur, puisque vous avez dans Azure ce qu'on appelle les système routes. Et ces système routes sont des routes qui sont gérées dynamiquement par Microsoft, que vous ne pouvez pas modifier, et qui vont permettre aux paquets d'être routés entre les différents réseaux. Le problème de cette méthode, qui n'est pas forcément du tout recommandée, c'est que vous n'avez aucune interface d'administration de vos flux. C'est-à-dire que comme tous les VNet peuvent communiquer entre eux, ben, vous n'avez pas de firewall par défaut, vous n'avez pas de routeur qui va permettre ou pas de router les paquets entre les réseaux. Et vous n'avez pas d'interface unique qui permet de créer vos routes entre les différents VNet. Donc cette méthode-là, elle présente l'avantage de ne pas avoir à gérer de routeur, mais elle présente l'inconvénient de ne pas avoir d'interface d'administration unique pour tous vos flux réseau. Et elle permet pas, entre guillemets, d'avoir un système de production qui est vraiment efficace au quotidien. Puisque si vous voulez implémenter des restrictions entre les VNet, eh ben, il va falloir travailler sur les NSG qui sont représentés ici. Mais les NSG, eux, ils filtrent les flux, mais ils n'empêchent pas le routage. Donc, il va falloir réfléchir à des UDR que vous allez implémenter au niveau de chaque Spock. Donc ça, c'est la deuxième méthode que vous pourrez retrouver. Moi, j'en ai jamais vu en entreprise, mais bon, ça peut exister. Troisième méthode, là, c'est plutôt pour les grandes sociétés, pour être transparent avec vous. On va avoir un hub qui va communiquer avec des Spock. Ce même hub, il va devoir peut-être communiquer avec une succursale de l'entreprise qui elle-même est un hub de plusieurs Spock. Donc ça existe, ce type d'architecture. Ce que j'ai déjà vu aussi dans des entreprises, c'est ici les 2 hubs qui travaillent avec un hub global de la DSI. Ça aussi, je l'ai déjà vu. C'est-à-dire qu'on va avoir un hub DSI qui va se charger de manager des hubs qui sont liés à des entités de l'entreprise. Alors, je disais succursale, mais ça va plutôt être entité. Par exemple, si on prend une entreprise comme la SNCF, elle a forcément dans son réseau plusieurs hubs et Spock en termes de topologie parce qu'il y a plein d'entités à la SNCF. Et bien, la DSI globale de la SNCF est représentée ici par le hub qui est tout en haut de la pyramide. Et à moins d'un contre-ordre, les hubs entre eux n'ont pas besoin de communiquer. C'est pour ça que je les ai barrés là dans mon schéma. Voilà le type de topologie que vous pouvez aussi retrouver dans les grandes sociétés. Donc on a vu un peu les différents cas possibles de Hub and Spock. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail sur ce qui vous permet de vous interconnecter à un réseau on-premise. Parce que jusqu'à présent, il faut savoir que le hub, qui est représenté, on va dire, ici, à droite, dans Azure, il a besoin, souvent, de communiquer avec le réseau on-premise. Ce réseau on-premise, on va retrouver mes utilisateurs, on va retrouver les serveurs qui n'ont pas été migrés, on va retrouver peut-être des services partagés comme des contrôleurs de domaine avec la couche DNS, etc., etc. Et parfois, vous aurez besoin
que le hub communique avec le réseau on-premise, ne serait-ce que pour que vos utilisateurs accèdent en adressage privé à vos ressources qui sont dans le hub. Donc vos utilisateurs on-premise. Alors, j'ai une question avant de continuer de Bolbolaz. Les hubs doivent-ils être dans différentes régions? Non, il n'y a aucune obligation. Quand tu crées un VNet, tu dois le mettre dans une région. Ça, par contre, c'est mandatory. Mais rien ne t'empêche que les autres hubs soient dans la même région que le premier hub. C'est un choix. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de succursales, parce que souvent, les succursales sont dans différents pays ou dans différentes régions d'un même pays. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver des clients qui ont des hubs en West Europe, en North Europe, aux États-Unis, et ce qui correspond à leur succursale. Donc je reprends mon explication, c'est j'ai mon hub à droite, j'ai mon réseau on-premise à gauche, et je veux interconnecter les deux. Et pour interconnecter les deux, globalement dans Azure, vous avez 3 méthodes. La première méthode qu'on va voir ensemble, c'est la liaison ExpressRoute. La deuxième méthode, c'est un VPN site à site, qu'on va voir aussi ensemble. Et la troisième méthode, c'est un VPN point à site. C'est les 3 méthodes d'interco que vous avez les plus courantes. Donc si on prend la première méthode, l'ExpressRoute, quels sont les avantages d'une communication à base d'ExpressRoute? Donc la première chose, c'est que vous allez avoir un trafic, une bande passante qui part de 50 gigas et qui peut de 50 mégas, pardon, excusez-moi pour l'erreur, de 50 mégabits seconde et qui peut aller jusqu'à 100 gigabits par seconde. Donc le premier avantage d'une liaison ExpressRoute, c'est que vous avez une bande passante qui est portée par l'opérateur. Donc l'opérateur, ça peut être Orange, Equinix, qui est assez connu, ou d'autres prestataires. Mais c'est eux qui vont porter le circuit ExpressRoute vers les data centers Microsoft. Donc c'est une liaison MPLS dédiée. Donc quand je dis dédié, on n'a pas pris un câble qu'on a amené dans votre entreprise et physiquement on a raccordé ce câble à nos data centers. Bien entendu, ça passe par des circuits virtuels, mais la logique d'un circuit ExpressRoute, c'est qu'il y a une bande passante qui est portée et par l'opérateur et par Microsoft. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client il va contractualiser auprès de Microsoft et de l'opérateur. Donc il va payer le circuit ExpressRoute de 50 mégabits à Orange par exemple, et il va en même temps payer à Microsoft le fait que quand il arrive dans ses data centers, dans nos data centers, il soit toujours en 50 mégabits seconde. Donc il y a des paliers, 50 mégas, ça peut aller jusqu'à 100 gigas. Bien entendu, plus vous provisionnez une bande passante, plus ça va vous coûter cher. Donc de mémoire, 50 mégas, côté Microsoft, c'est en limité, on est à 50 € par mois. Et après, il faut penser au coût opérateur. Et le coût opérateur pour 50 mégas, après ça dépend desquels, je ne veux pas non plus généraliser, mais en général, c'est 600-700 €. Et ça prend un peu de temps à créer un circuit ExpressRoute. Donc je vous parle vraiment du coût opérateur à 50 mégas. Hein. Plus vous allez monter en gamme, plus ça va vous coûter cher côté Microsoft et côté opérateur. Donc le circuit ExpressRoute, lui, le premier avantage, c'est la bande passante. Le deuxième avantage, c'est qu'il va y avoir des équipements qu'on appelle des edge routers qui vont être physiquement installés chez vous en tant que client. Donc logiquement, on vous dit que dans 2 salles informatiques différentes, vous allez mettre ces routeurs. Et ces routeurs, ils vont redonder le lien entre Microsoft et vous. Et Microsoft met à disposition aussi ses propres routeurs. Ce qui fait que vous avez une logique de actif-actif ou actif-passif en fonction de l'option que vous choisissez pour votre circuit ExpressRoute. Et ce qui va permettre d'avoir une liaison privée entre vous et Microsoft. Et donc, potentiellement, d'accéder dans notre schéma à des VM Azure qui sont ici via leur IP privé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, il n'y a pas d'IPsec sur un circuit ExpressRoute. Ça veut dire que les flux sont privés, ils sont cloisonnés à votre circuit, mais ils ne sont pas chiffrés. Ce n'est pas comme un VPN, même s'il y a une option ExpressRoute pour ça, mais ce n'est pas comme un VPN. Donc ça veut dire concrètement que vous allez avoir une bande passante garantie, des flux qui passent en clair,
s'ils ne sont pas chiffrés par le protocole, par exemple HTTPS au lieu d'HTTP, mais dans une bande passante, encore une fois, qui est garantie et redondée par l'opérateur et par Microsoft, physiquement. Donc ça, le circuit ExpressRoute, c'est un des gros avantages. Un autre des gros avantages, c'est qu'on vous permet aussi de gérer ce qu'on appelle la QoS, la Quality of Service. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prioriser les protocoles qui passent dans votre circuit ExpressRoute. Enfin, ce qu'il faut savoir avec un circuit ExpressRoute, c'est que globalement, il en existe deux. On a le Microsoft Peering. Alors, je sais que je parle de peering et vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir. Eh bien, vous avez raison, ça n'a rien à voir, mais c'est pourtant le nom. C'est le Microsoft Peering. Et vous avez comme type de circuit ExpressRoute le Private Peering. Le mot peering n'est pas entre deux VNet. C'est la technologie liée au circuit ExpressRoute. Donc, oubliez le fait de relier deux VNet entre eux. Ça n'a rien à voir. Donc, dans cette logique-là, Microsoft Peering, Private Peering, en fait, une entreprise, si elle prend du Microsoft Peering, c'est pour accéder dans Azure à des services PaaS. Donc, ça peut être une fonction, ça peut être une web app, ça peut être une logic app, ça peut être une Azure SQL Database. Donc, je veux passer par mon circuit ExpressRoute pour accéder à ces services PaaS. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité dans le Private Peering, c'est que vous voulez accéder à des VM ou au moins à des IP privés. Et dans ces cas-là, vous prendrez le Private Peering. Donc, c'est deux logiques différentes. Si je veux accéder via une liaison dédiée à mes services PaaS, je vais prendre du Microsoft Peering. Si je veux accéder à des VM et donc à leur IP privé via une liaison dédiée, je prendrai du Private Peering. Encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre, une entreprise peut avoir les deux. En général, une société va choisir ou l'un ou l'autre en fonction de ses besoins. Donc voilà pour le circuit ExpressRoute, ce que j'avais à vous dire en très fort résumé, mais voilà la logique qu'il y a derrière. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai dit qu'il y avait trois manières de vous connecter à un réseau Azure. Je vous ai parlé d'ExpressRoute et je vous ai parlé de VPN site à site. Donc le VPN site à site, lui, la logique, c'est qu'on va avoir un équipement on-premise. Cet équipement, alors je ne suis pas sur le bon schéma, ou mauvais copier-coller. Ouais, mauvais copier-coller. Donc ici, ici vous ne lisez pas ExpressRoute, vous allez lire hop, VPN. Voilà, donc le principe, c'est que on-premise, vous allez avoir un équipement qui est redondé ou pas. Par exemple, ça peut être un Forti. Et cet équipement, il va se connecter dans Azure à ce qu'on appelle une VNG, une Virtual Network Gateway. Donc la VNG, c'est un service PaaS qui a une IP publique qui est chargé de se connecter à l'IP publique de votre équipement on-premise. Et le principe du VPN site à site, c'est que à configurer, c'est relativement rapide puisque ça passe par Internet. Il y a la couche IPsec qui est proposée et vous pouvez même faire, quand vous mettez en place ça, ce VPN site à site, donc une liaison permanente, ce qu'on appelle un failover avec un circuit ExpressRoute. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans mon schéma, imaginez cette fois que le schéma est bon et que j'ai bien une liaison ExpressRoute qui est primaire, donc c'est un circuit primaire, et je veux que le jour où mon circuit ExpressRoute tombe, je veux pouvoir basculer vers une liaison VPN qui est en stand-by. Et bien ça, c'est le principe du VPN failover sur un circuit ExpressRoute. Par défaut, toutes les routes sont définies pour passer par le circuit ExpressRoute entre vous et Azure. Si demain, l'interco tombe parce qu'il y a un coup de pelleteuse chez votre opérateur ou chez nous, et bien typiquement, si votre liaison Internet elle est toujours fonctionnelle, vous allez pouvoir la mettre en up and running, donc qu'elle bascule directement via la VPN Gateway, qui est ma fameuse VNG dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça va permettre à vos utilisateurs de continuer à travailler via une liaison VPN et donc de continuer à accéder à des services IaaS, donc VM, via leur IP privé. Donc c'est ce qu'on appelle le VPN failover sur un circuit ExpressRoute. Donc je vous ai parlé de tout ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a une troisième méthode pour accéder à votre réseau virtuel Azure distant. C'est ce qu'on appelle le VPN
point tacite. P2S. Alors, le principe d'abord, c'est que le VPN point tacite, il nécessite, comme le VPN site à site, une Virtual Network Gateway. Mais la Virtual Network Gateway, par défaut, elle gère du S2S et vous pouvez lui adjoindre du P2S en même temps. Donc elle peut gérer les deux types de connexions que si elle est en mode route-based. Si vous êtes en policy-based, vous ne pourrez pas faire ça. Donc le principe, dans ces cas-là, c'est que vous allez avoir un poste de travail qui va pouvoir accéder à Azure. C'est plus votre réseau interne entier qui peut accéder à Azure, c'est un poste de travail sur lequel vous avez installé un agent. Et cet agent va vous permettre de vous connecter au VPN via votre poste de travail. Donc si vous coupez votre poste de travail, si vous le déconnectez d'Internet ou si vous déconnectez l'agent, vous perdez l'accès au VNet distant Azure. Donc c'est ce qu'on appelle du point tacite. Et ça nécessite, en règle générale, un agent. Et cet agent, bien entendu, vous pouvez le télécharger directement dans Azure. Alors, sans trop rentrer dans les détails, mais vous avez différentes intercos possibles. Donc vous pouvez faire du OpenVPN, pour ceux qui connaissent. On peut faire du SSTP, donc Secure, blabla, Transfer Protocol. Je ne me rappelle plus exactement du SSTP. Il y a un S que je ne me rappelle plus. Et vous avez aussi le VPN IPsec tel qu'on l'entend, bien entendu, en standard. Pareil pour l'authentification. Eh ben, vous pouvez passer sur une authentification à base de poste de travail. Donc dans ces cas-là, c'est un certificat qui va authentifier le poste de travail distant. Mais vous pouvez aussi authentifier à partir d'un compte AAD, l'utilisateur. Et vous pouvez aussi l'authentifier via un compte AD et un serveur Radius. Voilà. Donc le P2S vous permet vraiment, si vous êtes d'astreinte, vous êtes à l'hôtel, plutôt que de vous connecter en VPN au réseau de votre entreprise pour ensuite aller vers Azure, bah sur votre poste de travail, vous installez l'agent et ça va vous permettre de vous connecter directement à un réseau virtuel Azure via la passerelle VNG dont je vous ai parlé. Et vous pouvez, sur la même passerelle VPN qu'on appelle une VNG, avoir en même temps le SSTP et le S2S, le site à site et le P2S. Merci Ludoc. Donc le mot qui me manquait, c'était socket. Donc le principe du SSTP, d'ailleurs je crois que c'est Microsoft qui l'a implémenté en premier, c'est Secure Socket Tunneling Protocol. Ça fait partie des choix que vous avez, que ça soit un VPN OpenVPN, SSTP ou IPsec directement, quand vous allez le créer. Et ben ça en fait des choses déjà dites et ça va vite. Donc tout ça, on l'a vu ensemble. Donc le Hub and Spoke, je vous en ai parlé, je continue. Cette fois, on va parler de ce qu'on appelle le Virtual WAN. Alors, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet sur le Virtual WAN que je vous encourage à aller voir d'ailleurs directement sur ma chaîne YouTube. Je vais vous retrouver le lien, mais elle a été pas mal regardée cette vidéo. Elle est pas mal appréciée d'ailleurs. Hop, je vous envoie le lien dans le chat. Je l'ai faite avec une personne de chez Orange, Jonathan. J'en ai fait deux. J'ai fait une sur le Virtual WAN et une sur le Secure Virtual WAN. Donc dans la 305, ce qu'on vous demande, c'est déjà de comprendre le concept de Virtual WAN. Alors écoutez bien, je vais essayer d'être le plus simple et limpide possible. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Hub and Spoke et je vous ai dit que le Hub and Spoke, c'était à base de peering, d'UDR, de firewall, de NVA, Network Virtual Appliance, qui est en fait un routeur. Je vous ai dit qu'il fallait mettre aussi du VNet to VNet, qu'il fallait créer une interco avec votre réseau on-premise. Bref, en gros, le Hub and Spoke, ça nécessite beaucoup d'actions d'administration de la part de l'équipe réseau. Le Virtual WAN dans Azure, il faut l'imaginer comme une surcouche qui est mise par Microsoft sur une topologie Hub and Spoke, sauf que cette surcouche, elle est managée par Microsoft. Donc, fini le besoin de créer des routes statiques, de déployer et de configurer du peering, d'utiliser du BGP,
de gérer la priorité entre les systèmes routes, le BGP, les UDR. En fait, tout est géré directement par Microsoft, y compris la NVA. C'est-à-dire que si votre NVA, c'est de l'Azure Firewall, vous allez pouvoir gérer votre Azure Firewall dans un service qu'on appelle AFM, Azure Firewall Manager. Si votre NVA, c'est du Barracuda, c'est du Cisco, il faut savoir que ces prestataires-là, ces fournisseurs-là, ont mis en place dans Azure leur appliance qui est managé par Microsoft. Donc le Virtual WAN, ça vous permet d'interconnecter des succursales en VPN site à site, en pointe à site, en express route, dans une interface unique managée par Microsoft. Donc c'est vraiment une surcouche au hub and spoke. Donc souvent, le Virtual WAN, quand vous allez le créer, au début, il va vous demander de créer ce qu'on appelle un VHub. Un Virtual Hub, c'est ni plus ni moins qu'un hub and spoke. Spock 1, Spock 2, Spock 3. Sauf que ce hub and spoke, il est rattaché, bien entendu, si vous le souhaitez, à du VPN ou de l'express route avec votre réseau on-premise. Et tout ça, là, tout ce que je viens de vous montrer, c'est contenu dans un service qu'on appelle le VHub. Et vous n'avez pas besoin de configurer le peering, le VNet to VNet, les UDR. Tout est géré au niveau Azure. Et oui, tout à fait, Ludoc, c'est un peu comparable à du SD-WAN. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir interconnecter des réseaux Azure distants aussi dans une seule et même interface. Et tous vos VHub peuvent être contenus dans différentes régions et vous pouvez choisir ou pas de faire communiquer ces VHub entre eux. Donc encore une fois, si vous voulez une démo du Virtual WAN, je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite, la première vidéo. J'en ai fait une autre sur le Secure VHub, qui est un autre concept. Mais allez-y parce que pour moi, elle est très claire. Et j'ai eu des bons retours sur cette vidéo. Voilà pour le concept de Virtual WAN. Donc, comme c'est une surcouche qui est managée par Microsoft, ça a un surcoût, cette surcouche. Mais ça permet aussi de limiter les interactions qu'on a besoin d'avoir avec Azure en tant qu'équipe réseau. En fait, on délègue à Microsoft le maintien en condition opérationnelle de toute l'infrastructure hub and spoke, de toutes les intercos que j'ai déployées entre mes différentes succursales, entre mes différentes entités qui sont dans différentes régions, etc., etc. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le hub and spoke. Autre service à voir ensemble, vous allez voir que, vous vous en êtes rendu compte, mais ce soir, je suis passé de différents concepts entre différents concepts qui avaient parfois rien à voir. Et là, vous allez voir vraiment un exemple concret, c'est que je vais partir du Virtual WAN pour arriver à ce qu'on appelle une NAT Gateway. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir, mais que je dois vous en parler parce que ce soir, on va parler de plein de concepts réseau. Alors, quel est le principe d'une NAT Gateway? Dans Azure, dans un subnet, vous allez mettre un Network Load Balancer. Ce Network Load Balancer, il peut être public ou interne, mais dans notre cas, il va être public. Et derrière ce Network Load Balancer, vous allez avoir des VM. Ces VM, elles peuvent être dans un VMSS, comme elles peuvent être complètement indépendantes les unes des autres. Le principe, c'est que si un utilisateur veut accéder à ces VM, depuis Internet par exemple, il va taper sur l'IP public du load balancer et le load balancer va vérifier via son agent que telle VM elle est en capacité de répondre à l'utilisateur. Donc le load balancer va répartir la charge entre les VM. Le principe du service NAT Gateway, c'est qu'est-ce qui se passe quand une VM, ici, a besoin d'accéder à Internet. Par défaut, elle peut utiliser l'IP public du Network Load Balancer. C'est une possibilité, sans problème, elle peut utiliser son IP public. Mais sinon, elle va pouvoir utiliser un pool d'adresses IP publiques qui sont dans le service NAT Gateway. Donc le principe du service NAT Gateway, c'est que ce service pass va porter les connexions sortantes de vos VM vers Internet. Et en portant ces connexions sortantes,
ben, vous avez deux choix. Soit vous créez une NAT Gateway et vous lui attribuez une IP publique, et c'est cette IP publique qui va être utilisée par vos VM pour sortir vers Internet. Imaginez vos VM, elles ont besoin d'accéder à de l'update management, à Windows Update. Ben, elles auront besoin de sortir sur Internet. Et comment elles le font si elles n'ont pas d'IP publique? Eh ben, elles vont utiliser l'IP publique qui est mise sur le NAT Gateway. Donc la première possibilité, c'est d'attribuer une IP publique à la NAT Gateway et en l'attribuant, de permettre à vos machines virtuelles Azure de sortir avec cette IP. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des préfixes IP, où là, vous allez avoir jusqu'à 16 IP publiques qui vont pouvoir être réparties entre vos différentes VM pour qu'elles soient utilisées lors de la sortie vers Internet. Donc, retenez bien que la NAT Gateway ne permet pas de gérer les connexions entrantes. Elle permet aux ressources Azure qui n'ont pas d'IP publique de sortir avec une IP publique vers l'extérieur. Concrètement, ça se traduit comment? Ici, dans mon groupe de ressources, qui s'appelle RGDemoATT, je vais taper NAT Gateway dans le Marketplace. J'ai le résultat qui est proposé par Microsoft. Vous voyez que c'est un service qui est managé par Microsoft. Ce n'est pas une VM. Là, je clique sur Create. Je choisis mon groupe de ressources. Je nomme ma NAT Gateway. Je vais l'appeler NAT Gateway Demo. Je lui donne une région. Alors, la région est importante parce que votre NAT Gateway, elle doit être rattachée à un ou plusieurs subnets. Donc, ça veut dire que si votre VNet il a été créé en West Europe, et ben ma NAT Gateway, là, elle ne va pas pouvoir le couvrir. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit dans la même région que mon VNet et donc que les subnets auxquels je vais la raccorder. Donc, ici, j'ai mis dans mon exemple North Europe. Je peux aussi définir ma NAT Gateway sur une zone particulière. Là, on rentre dans la logique de mes Azure Load Balancer, pour rappel, qui peuvent être soit zone redondante, soit zonale. Donc là, je vais définir sur la zone 2. Je définis un timeout qui est par défaut de 4 minutes pour les connexions sortantes où il n'y aurait pas de réponse. Et là, je vais définir soit je lui attribue une IP publique, soit je lui attribue un range d'adresses IP publiques qui peuvent aller jusqu'à 16, comme je vous ai dit, donc du /28, ou les deux, parce qu'on peut avoir aussi les deux attribués à ma NAT Gateway. Et enfin, la dernière action à entreprendre, c'est de rattacher ma NAT Gateway, vous voyez, à un subnet dédié ou à plusieurs subnets. Et donc, par défaut, les ressources qui sont dans ces subnets sortiront avec là ou les IP publics qui auront été définis sur ma NAT Gateway. Donc, maintenant, on va continuer au niveau réseau. Je vais y aller vite. Alors, je vous ai dit qu'il y aurait 2 sessions de révision parce que je n'aurai pas le temps de tout traiter. Parce que pour rappel, après, dans la prochaine session Twitch que je vais organiser, je vais parler de front door, de traffic manager, d'application gateway, d'Azure Load Balancer. Donc, on n'aura pas le temps de tout traiter. Je vais même parler de Content Delivery Network, de CDN. Donc, tous ces services-là, je les traiterai dans une autre session, dans la prochaine session Twitch, qui aura lieu dans quelques semaines. Mais on doit quand même revoir dans une topologie hub and spoke ou même dans tout ce qui est routage, le principe d'UDR et de système route. Donc là, ce que vous voyez, c'est un schéma qui vous explique qu'au sein d'un même VNet, tous les subnets vont pouvoir par défaut communiquer ensemble. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle les systèmes routes qui sont gérés par Microsoft. Et ces systèmes routes vont propager tous les nouveaux sous-réseaux auprès des sous-réseaux existants. Donc dès que vous créez un sous-réseau dans un VNet, les routes pour accéder à ce sous-réseau vont être propagées aux autres subnets existants. Et ça, c'est ce qu'on appelle les systèmes routes. Pareil, si vous regardez la doc Microsoft, en système route, vous avez une route qui s'appelle la 000/0 qui dit aussi que c'est possible. On va pouvoir, par exemple, si vous êtes une VM, dès l'instant où vous allez la mettre dans un subnet, elle va pouvoir automatiquement surfer sur Internet. Pourquoi? Parce qu'il y a cette route-là qui est définie dans les systèmes routes. Et donc, une fois qu'on sait tout ça, c'est que les systèmes routes, il faut savoir qu'elles sont gérées par Microsoft. Donc, il y a un tableau sur Internet avec la documentation sur les systèmes routes Azure. D'ailleurs, je peux peut-être
vous la montrer, cette documentation. Je pense qu'elle peut vous intéresser. Hop, je change d'écran. Ici, voilà les systèmes routes. Je vais un petit peu zoomer si ce n'est pas visible. Et vous voyez, on retrouve les sous-réseaux à base de 10, 172.16, 192, etc. Et le fameux 0000/0 qui permet d'aller sur un réseau distant type Internet. Et donc tous ces systèmes routes sont gérés par Azure et vous ne pouvez pas y toucher. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier ça. Si vous voulez modifier une route, vous ne pouvez pas le faire au niveau de la système route. Si vous voulez modifier une route, messieurs, dames, vous allez le faire au niveau des UDR. Donc, une User Defined Route, c'est un ensemble de routes qui sont définies de manière statique par l'équipe réseau, par vous. Et il faut savoir que cet ensemble de routes est prioritaire sur les systèmes routes. Donc, quand vous mettez une UDR que vous allez pouvoir affecter à un ou plusieurs subnets, donc le principe c'est qu'une UDR n'est pas appliquée à un VNet, mais comme les systèmes routes, les UDR sont appliqués à un ou plusieurs subnets. Quand vous mettez en place une UDR, la route que vous allez définir sur l'UDR prendra le pas sur la même route qui serait configurée dans les systèmes routes. Et le principe d'Azure, c'est que quand il y a un réseau donc quand il y a un subnet qui veut communiquer avec un autre sous-réseau ou même avec Internet ou avec le réseau on-premise, Azure va d'abord vérifier s'il y a une UDR. En l'absence d'UDR, Azure va prendre en compte le protocole BGP. Et s'il n'y a rien au niveau BGP, il va regarder les systèmes routes en dernier. Et donc MedCloud nous parle de ARS, Azure Route Server. Je pense que c'est de ça dont tu veux parler, qu'on ne verra pas aujourd'hui par manque de temps. Mais ARS, le principe, c'est que ça va vous permettre de propager les routes sur vos équipements. Donc les routes en provenance du réseau on-premise, vous allez pouvoir les propager sur les VM qui sont dans le réseau Azure. Donc ça, on ne le voit pas encore, on ne va pas le voir aujourd'hui, ARS, mais ça fait partie de ce qu'on verra ensemble au niveau réseau. Donc retenez, les UDR, c'est des routes statiques qu'on va appliquer à un ou plusieurs subnets. La seule contrainte avec les UDR, c'est qu'elles doivent être créées dans la même région que les subnets auxquels je vais l'attribuer. Donc si vous créez un VNet en North Europe et que vous créez dans ce VNet 3 subnets, et bien vous allez, si vous voulez attribuer une UDR à ces 3 subnets, devoir créer l'UDR en North Europe aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire dessus. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui et on finira la prochaine fois. Alors, il y a Vincent qui me pose la question, tu confirmes que par défaut, une machine a accès à Internet? Alors, je te confirme que par défaut, quand tu crées n'importe quelle VM dans Azure, elle a accès à Internet. Et là où je vais te surprendre, échouer, c'est que même si cette VM n'a pas d'IP public, donc elle n'a qu'une IP privée, et même si cette VM, elle n'utilise pas la NAT Gateway, elle aura quand même accès à Internet. Pourquoi? Parce que Azure va créer, on va dire, une gateway temporaire pour permettre à cette VM de sortir vers Internet. Donc oui, je te confirme que le comportement par défaut, c'est celui, quelque part, qui est expliqué ici. À la limite, tu n'es même pas obligé de me croire, tu n'as qu'à regarder la doc. Regarde, échouer. Et là, il y a bien marqué que dans les systèmes routes, par défaut, il y a le 0000/0. L'intérêt de la NAT Gateway permet donc de maîtriser l'IP de sortie tout à fait. L'intérêt de la NAT Gateway, tu l'as très bien résumé, ça permet de maîtriser l'IP public qui va être utilisé pour sortir sur Internet, y compris quand votre source n'a pas d'IP public. Et si on veut interdire, alors ça c'est une très bonne question, elle est très intéressante, si on veut interdire l'accès à Internet, ça ne sera pas les NSG forcément. Parce qu'il faudrait que tu interdises le protocole HTTP ou HTTPS typiquement, mais il faudrait que tu fasses différents protocoles, ou alors que tu tagues ça sur Internet. En fait, tu as plusieurs méthodes, mais une des méthodes, ça va être de créer une UDR, Véchoué, pardon. Et cette UDR, elle va dire que si il y a le slash, donc le 000/0,
eh ben, tu envoies le paquet à l'adresse IP privée de ton Azure Firewall ou de ta NVA. Et c'est lui qui va filtrer, Vincent, les flux ou pas. Alors tu vas me dire, bah, c'est un peu ce que je te disais avec les NSG. Oui, mais là, en passant par l'Azure Firewall, tu t'assures que quel que soit le flux vers Internet, il passera par l'Azure Firewall pour être filtré par ce firewall dans une interface unique. Donc ça, c'est le premier point. Donc en fait, pour répondre à ta question, c'est la conjonction d'une UDR et d'un NSG qui va te permettre de maîtriser tes flux. Et sans trop rentrer dans les détails, mais je vais quand même en parler, même si ça ne fait pas partie de la Z305, mais ça fait partie de la Z700 qui est dédiée au réseau. Vous avez une autre méthode aussi, qui va être que quand vous voulez accéder à Internet, vous allez pouvoir, regardez, je vais prendre ce schéma-là. Donc quand vous allez vouloir accéder à Internet, ici, donc depuis ici, vous allez pouvoir dire, lorsqu'il y a un flux Internet, j'envoie le flux au firewall qui est on-premise. C'est-à-dire que vous allez créer une route qui dit que si c'est du 000/0, eh ben, le prochain bon BOND réseau, ça va être l'Azure Firewall qui lui-même va être chargé de rediriger le flux vers votre équipement on-premise. Ce qui va permettre d'avoir un équipement on-premise qui va gérer et les flux Azure et les flux on-premise. Dans tous les cas de figure, si vous ne voulez pas faire cette méthode-là, vous pouvez toujours passer par l'Azure Firewall. Lui, son rôle, en plus de router les paquets entre les réseaux, il est aussi là pour filtrer les paquets entre les réseaux. Il fait les deux, il fait du routage et du filtrage. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à diffuser autour de vous les sessions Twitch que j'organise de manière régulière. À bientôt tout le monde, salut! Preview.